Alors, bonjour, on va laisser juste quelques instants les gens de finir la connexion. On voit les nombres qui montent, on aime ça. On va laisser juste un petit instant. Et je pense que pour ne pas pénaliser les ponctuels, on pourrait commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr. Excellent. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à notre panel d'experts conciliation, famille, travail, apprendre d'où passer et co-créer l'avenir. Je suis Yarledis Coneo, je suis responsable du Centre d'expertise conciliation, famille, travail chez Concilivie. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Centre d'expertise Concilivie, petit topo, Concilivie est une initiative du Réseau pour un Québec famille, qui est un organisme entièrement dédié aux familles au Québec, comme le nom bien le dit. Puis la nouveauté de Concilivie, c'est que, en fait, c'est la première fois qu'un organisme famille vient entrer dans le monde des affaires. Alors, notre mission chez Concilivie, c'est vraiment sensibiliser, outiller les employeurs pour mettre en place des actions concrètes pour favoriser la conciliation famille-travail au quotidien. Nous avons deux volets chez Concilivie et le centre d'expertise qui vient chapeauter en fait la recherche. On fait vraiment avancer les connaissances en matière de conciliation famille-travail. Puis notre intention, c'est que ça vienne avoir un impact sur tout l'écosystème de la conciliation famille-travail. Et vous aurez vu passer certainement les sondages légers qu'on fait à chaque année auprès des employeurs et des employés. Et on va faire aussi des consultations sectorielles, des formations et des outils très concrets pour les employeurs. Un autre volet, c'est le SOCONCILIVI, que vous connaissez certainement plus. C'est une reconnaissance pour les organisations qui veulent souligner les... Oh là là, pardon. J'ai vu une personne qui pose une question, puis je me suis distraite, désolée. Je vais répondre à la question tout de suite. Et L'ESSO, c'est vraiment une reconnaissance pour souligner l'engagement des employeurs envers la conciliation famille-travail. Puis on sait que dans les contextes actuels de pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment un atout pour les employeurs. Alors voilà, le petit topo est fait. Oui, la rencontre est enregistrée. Vous allez avoir accès à l'enregistrement par la suite. Puis, vous allez avoir aussi une période de questions à la fin. Donc, je vous encourage fortement à en profiter parce que nous avons un bouquet d'experts qu'on ne voit pas ensemble tous les jours. Donc, je vais vous laisser, je vais les laisser se présenter. Aujourd'hui, avec la thématique, on fait un voyage dans le temps avec la conciliation famille-travail. On va apprendre d'où passer, comme je vous mentionnais tantôt, et co-créer l'avenir. Et cet avenir-là a une touche qui est très humaine. On est dans un changement de paradigme qui est très axé sur l'être humain en tant que tel. Donc, aujourd'hui, on est choyé. Je suis entourée des êtres humains formidables qui, en même temps, viennent avoir un rôle clé dans plusieurs organismes, notamment les conseils de gestion de l'assurance parentale, les regroupements pour la valorisation de la paternité, les centres de la gestion des âges et des temps sociaux. Donc, on voit que c'est des gros joueurs en matière de conciliation famille-travail, mais c'est des êtres humains exceptionnels aussi. Alors, je vous lance le défi, mes chers panélistes. Merci d'abord à nouveau d'avoir accepté l'invitation et je vous proposerai de vous présenter sur un ton voyage dans le temps, une petite minute juste pour que les gens fassent un peu connaissance avec votre parcours en fait. Alors, je vous laisse commencer. Marie? Très bien, merci. Écoutez, je vais tenter de briser la glace. Premièrement, en présentant le conseil. Donc, le conseil est l'organisme qui gère toutes les contributions que versent les travailleurs et les employeurs au fonds de gestion de l'assurance parentale qui fournit des prestations aux parents lorsqu'ils prennent des congés parentaux. Donc, c'est une petite boîte qui a pour mandat de faire état des principaux constats des comportements de clientèle, mais aussi de conseiller le ministre, qui est très important comme rôle. Rapidement, un tour de piste. Je suis donc ici depuis un an. C'est un retour aux sources, comme j'expliquais préalablement. Après avoir fait un détour dans l'entreprise privée, paragouvernementale, tout ça, je me suis ramassée tout à coup à la Fondation Chagnon
où j'ai déjà pu côtoyer et le réseau et Diane, Gabrielle Tremblay, parce que j'étais directrice générale de l'opération sociétale sur la petite enfance. Et j'ai entrepris beaucoup de travaux et j'ai beaucoup travaillé avec la politique familiale. Après ça, je suis revenue au gouvernement, passage comme sous-ministre à la culture pendant les 2 dernières années et de retour tout près de la politique familiale parce qu'on sait que l'assurance parentale fait partie de la politique familiale. Donc, depuis peu, je peux enfin contribuer à cette politique qui est tellement avant-gardiste et qui contribue tellement à impliquer à l'implication des pères et des mères auprès des tout-petits. Merci, Madame Gendron. Vous voyez un parcours vraiment impressionnant. Donc, on a vraiment on est très intéressé à vraiment entendre ce que vous avez à nous partager aujourd'hui. Alors, on continue avec Diane Gabrielle. Oui, bonjour. Moi, je suis professeure à l'Université TÉLUQ. Et puis, quand on a discuté de notre présentation, en fait, on a découvert en discutant un peu informellement, j'ai un parcours qui pouvait paraître sinueux, mais finalement, en arrivant au poste à l'Université TÉLUQ, j'ai trouvé que tout ça, en fait, était utile et se tenait bien. J'ai commencé mon collège, mon cégep, en arts plastiques, puis j'ai opté pour les sciences sociales. Et ensuite, à l'université pour les langues et la traduction. Et finalement, j'ai opté pour l'économie. Donc, j'ai repris un bac et une maîtrise en économie. Et j'ai terminé ça à l'Université de Paris 1, mon doctorat, l'Université de Paris 1 Sorbonne, donc en économie du travail. À la TÉLUQ, donc, je trouve que tout ça est utile parce qu'on fait des cours en ligne, on écrit des articles. La dimension graphique et artistique est intéressante aussi quand je travaille avec les équipes audiovisuelles, par exemple. Et donc, en fait, moi, mon intérêt, c'est vraiment le travail, l'emploi des jeunes, les femmes, le marché du travail. Ma maîtrise était sur le temps de travail. Et puis maintenant, tu le mentionnais au début, j'ai une chaire de recherche et puis aussi un centre de recherche sur la gestion des âges et les temps sociaux. Donc, cette dimension de temporalité sociale, conciliation des différents temps de la vie, c'est quelque chose qui m'anime depuis ma maîtrise, en fait. Donc, voilà, un parcours diversifié pour arriver à un endroit. Et puis, je fais beaucoup de recherches partenariales, d'où justement les liens avec Concilivie et avec le RVP. Et nous sommes vraiment choyés de bénéficier de ces partenariats et de ces beaux parcours. On était vraiment impressionnés quand on entendait ça d'une façon très informelle et on s'était dit, oh, ça va être intéressant de partager. Ça fait vraiment différent et ça donne les résultats qu'on voit aujourd'hui avec des travaux qui sont vraiment reconnus à l'international. Et on va finir avec les dernières, pas les moindres, un homme qui a l'habitude d'être entouré par des femmes. Normalement, il nous disait, c'est normal qu'il ait à peu près 55 femmes dans la salle, puis moi, je sois le seul homme. Puis je pense que je volais les punches. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette anecdote. Alors, Raymond, je vous laisse vous présenter. Merci. Donc, Raymond Villeneuve, directeur du regroupement pour la valorisation de la paternité. Donc, c'est un regroupement financé par le ministère de la Famille, par Centraide du Grand Montréal, la Fondation Chagnon, le secrétariat à conditions féminines, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et nous, dans le fond, notre rôle, notre mission, c'est de dire à toute la société, à tous les acteurs en matière de famille, que quand on pense famille, il y a les mères, il y a les enfants, mais il y a aussi les pères. Parce que finalement, le réflexe paternité, on constate qu'il n'est peut-être pas toujours là. Alors justement, comme le disait Yarlédis, là, souvent, moi, je suis la personne qui dit « Ah, il y a des pères, il y a des pères ». Et c'est encore nécessaire maintenant de soutenir le réflexe paternité. C'est ma cause. Donc, pour tout ce qui touche politique publique, services, campagne sociétale dans l'espace public, de rappeler que les pères sont des acteurs, je pense, incontournables, qui ont un rôle important à jouer, qui ont un rôle important aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les pères et les mères. Puis un petit peu comme vous, moi j'ai un parcours atypique. Je pense que tout le monde a un parcours atypique. Donc finalement, un parcours atypique est peut-être typique. Oui. Donc moi, j'ai un bac en droit. J'ai étudié à l'École nationale de théâtre du Canada. Pendant 15 ans, j'ai écrit des pièces de théâtre. J'ai vécu même de l'écriture de théâtre. Et après ça, en écrivant des pièces de théâtre, j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens du milieu communautaire qui m'ont profondément touché. Leur engagement au quotidien pour les pères, pour les mères, pour les familles. Puis vraiment, ça a changé ma vie. Et il y a 17 ans maintenant, je suis arrivé au regroupement pour la valorisation de la paternité, qui était une toute petite organisation. Là, on avait 28 000 $ de budget par année, puis on l'a vraiment construit.
Puis maintenant, on est un regroupement national avec pas loin d'une dizaine d'employés. Et je pense qu'on a une contribution à apporter là, pour tout ce qui est de la place des pairs dans les politiques publiques et les services. Alors donc, c'est ça mon rôle, puis c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais lever la main, puis je vais dire, il y a des pairs au sein des familles, puis je vais vous parler des pairs, là, tout simplement. Voilà. Merci Raymond. La minorité aujourd'hui, mais avec un message très important et très fort à passer. Alors, un grand merci de vous être prêté au jus. Alors, on va parler beaucoup de données aujourd'hui. C'était la promesse avec cette activité de partage. Cependant, pour commencer, j'ai une petite suggestion à vous proposer. Puis là, on va impliquer notre public, en fait, les gens qui sont dans la salle. Et la technologie, c'est vraiment génial. Relancez le sondage. Là, vous allez voir apparaître à l'écran une petite question. Et quand on parle de conciliation, famille-travail, ça va dépendre de la façon dont on aborde les sujets, ça va dépendre des lunettes qu'on porte au quotidien. Donc, on va analyser des données, on va approfondir, on va nuancer. Puis celle-ci, c'est une question que je pose souvent dans mes formations et les questions sont aussi variées que le nombre de personnes qu'on a. Alors, je vois que la plupart des gens ont déjà répondu. On voit 100% des participants ont répondu que c'est faux. Et notre petite question piège, finalement, je pense que les gens ont tout compris dès le départ. Quand on entend la croyance populaire qui court, quand on parle de conciliation famille-travail, où les gens disent souvent, malheureusement, on entend souvent des gens qui pensent, qui reviennent à chaque personne désorganisée, en fait, c'est faux. Et cependant, il y a certaines touches de vérité là-dedans qu'on va vraiment approfondir ensemble parce que ça amène un changement de paradigme. Donc, pour briser la glace, je vais laisser la parole à nos panélistes pour élaborer un tout petit peu là-dedans dans cette réponse qui est fausse, mais avec certaines teintes. Alors, je ne sais pas qui voudrait se lancer. Je peux y aller, si vous voulez. Ben, écoutez, je suis d'accord avec toi. Il y a des disent que c'est faux, mais dans les faits, dans le quotidien, fort probablement que pour la majorité des pères et des mères, ils ont encore l'impression que c'est leur responsabilité. Il y a encore une petite gêne à demander. Ils ont l'impression souvent de demander une faveur. Puis ça, en particulièrement quand les mesures ne sont pas formalisées. C'est ce que les sondages du Réseau pour un Québec famille disent. C'est comme si on est dans un point de bascule, on s'en va vers quelque chose, mais le réflexe, ce n'est pas encore là, et pour les pères et les mères, donc souvent, ils vont le prendre là, sur leur dos. Puis moi, si je parle après ça du côté des pères, ce qu'on voit, c'est que je pense que c'est important d'avoir un intérêt particulier parce que, comme le dit si bien Diane Gabrielle Tremblay, les pères se retrouvent souvent dans l'angle mort de la conciliation famille-travail. Tout à fait. Je peux enchaîner, Raymond. Je pense on touche quelque chose d'important qui est le privé et le public. Donc, vous ne serez pas surpris. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je suis quelqu'un qui est passionné des politiques publiques. C'est une drôle de passion, et en particulier certaines qui, justement, selon moi, ont contribué à appuyer des changements de société ou provoquer des changements de société ou s'assurer qu'on mettait les efforts au bon endroit. Donc, quand on a fondé justement le RQAP en 2006, il n'y avait en 2005 que 28% des pères qui prenaient des congés parentaux. Et avec l'entrée de semaines exclusives aux pères qu'on a ancrées dans cette politique-là, en 2019, on était rendu à 72%. Et quand on compare avec le reste du Canada, en 2005, il y avait 11% des pères qui se prévalaient de semaines d'assurance parentale parce que l'exclusivité, évidemment, n'est pas présente du côté fédéral, alors qu'en 2019, on est à 19%. Donc, vous voyez l'écart incroyable. Je pense qu'on peut clairement l'attribuer à peut-être qu'il y avait une tendance aux Québécois, mais il est certain que cette politique-là a contribué à ce changement de cap radical-là qui fait l'honneur du Québec.
Ben, moi, je vais peut-être ramasser un peu justement les différents éléments. Souvent, dans mes cours, ce que je dis, c'est qu'en fait, il n'y a pas un seul acteur ou une seule personne, justement, un individu qui est responsable. Pour moi, il y en a trois. Il y a bien sûr les individus, les couples. Et d'ailleurs, dans les recherches, on voit que le conjoint ou la conjointe, lorsqu'il y en a un, est le facteur qui fait que ça peut être beaucoup plus facile à concilier. Donc, les individus ont un rôle et leur conjoint aussi. Et donc, ça peut inclure les pères, parce que si le père est dans un milieu masculin où c'est difficile, bien évidemment, la conjointe va avoir plus de difficultés. Donc, l'individu, entre autres les pères, l'État, ce qu'évoquait justement Marie avec ses politiques publiques et tout. Et moi, j'ajouterais la dimension l'organisation parce que effectivement, on a des congés parentaux, on a des très bons services de garde au Québec, mais au-delà de ça, dans les organisations, les individus ont besoin d'un soutien organisationnel. Et au-delà du soutien du conjoint, on voit justement que le soutien du supérieur immédiat est souvent la variable aussi déterminante pour beaucoup de personnes. Alors, si l'entreprise n'est pas soutenante, n'aide pas, n'offre pas de mesures, bien, évidemment, pour l'individu, c'est plus difficile. On sait que les difficultés de conciliation sont beaucoup plus difficiles, bon, depuis une vingtaine d'années peut-être, les familles se sont transformées et tout. Donc, il faut vraiment que ces trois éléments-là soient présents. Le conjoint, la conjointe, l'individu, s'il peut s'organiser dans une certaine mesure. Parfois, ça peut être la famille, les voisins aussi. On voit dans certains cas que les familles, les voisins peuvent parfois aider. Donc, les individus, l'État et les organisations. Je pense que ça prend vraiment les trois. Tout à fait. Merci. Ça résume très bien, je pense, la notion de responsabilité partagée. Je pense que c'est l'un des messages clés qu'on veut passer aujourd'hui. On a des acteurs clés autour de la table, puis on voit clairement, oui, chaque personne qui est ici aujourd'hui en tant que gestionnaire, que professionnel RH, qu'expert, etc., on a un rôle à jouer dans nos organisations, mais on est aussi un être humain à part entière avec des responsabilités envers notre propre conciliation famille-travail. Mais je pense que c'est très important de répéter les messages. Je suis très heureuse de voir que 100% des gens ont répondu « c'est faux, c'est pas à chaque personne de s'organiser toute seule ». Je suis très heureuse de voir ça. C'est important de les répéter parce que ce n'est pas dans tous les milieux que ce message est clair. Donc oui, l'individu est responsable de trouver des moyens de s'organiser au quotidien, de mettre en place des stratégies, de créer un réseau de soutien, mais l'organisation de sa part a son rôle à jouer, la famille aussi, puis on a bien mentionné la collectivité, puis évidemment les politiques publiques. Alors, merci de vous être prêté au jeu pour cette première partie aussi. Merci aux participants. Puis là, on commence officiellement notre voyage dans le temps. Si maintenant, ça semble très clair que la conciliation famille-travail est une responsabilité partagée, pourquoi s'intéresse-t-on autant à la conciliation famille-travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'intéresse autant aujourd'hui? Puis pour commencer avec des éléments de réponse fort pertinents, on commence avec une partie de notre promesse, on partage quelques données. Puis je vais laisser la parole à Raymond pour qu'il avance des éléments de réponse là-dessus. Merci beaucoup, Yarlédis. Ce qui est intéressant, donc, le beau chiffre de 94% des pères qui nous disent que pour eux, là, c'est vraiment important de concilier famille et travail. Ce qu'on voit, en fait, donc 94%, c'est vraiment la quasi-unanimité. Et dans le fond, ce qu'on perçoit, c'est que de plus en plus, le modèle traditionnel du père au travail, la mère à la maison, ça évolue. Bien sûr, il y a encore des inégalités, il y a encore du travail à faire, mais il y a une espèce de consensus social sur l'importance de la conciliation famille-travail. Et ça reflète aussi quelque chose au Québec. Peut-être que vous avez vu notre sondage passé. En juin passé, on avait fait un sondage sur l'engagement des pères québécois qu'on a comparé à l'engagement des pères canadiens. Et de façon claire, nette et précise. Et là, on avait Jean-Marc Léger, j'ai la clip vidéo, même si vous voulez, là, je pourrais vous la partager, qui nous dit que de façon claire, nette et précise, tout particulièrement grâce à nos politiques publiques, bien, les pères québécois sont les champions canadiens de l'engagement au Canada. Donc ça, c'est quand même intéressant. Avec le congé parental, avec la politique familiale, avec l'évolution de la société, avec l'entrée des femmes sur le marché du travail, tous ces facteurs-là ont fait en sorte que les pères québécois, la question de l'engagement auprès de leurs enfants est de plus en plus importante. Cependant, ce qui est intéressant aussi, c'est notre deuxième chiffre, c'est que 39% des pères perçoivent que les mesures existantes sont davantage disponibles pour les mères. Ah bon, on dit ça, on dit, ah mon Dieu, ça fait comme drôle, hein? C'est une drôle de donnée, mais
je pense que ça va vraiment dans l'idée de ce que je vous parlais tantôt. C'est comme si il y a encore une espèce d'angle mort. C'est correct, c'est essentiel. Notre premier réflexe, OK, il faut que les femmes aillent sur le marché du travail, il faut qu'elles soient présentes et tout ça. Mais là, c'est comme si, puis pour les pères en premier, pour les organisations, particulièrement les organisations dans les milieux de travail à prédominance masculine, c'est comme si le réflexe paternité, le réflexe conciliation famille-travail, il n'est pas toujours là. Alors, je vais vous donner quelques petites données qui vont venir éclairer cela. Puis ça, c'est extrait d'un sondage qu'on a fait auprès de 1000 pères québécois là, au début de l'année. On a 51% des pères qui nous disent que leur employeur souhaite que le congé de paternité soit pris au moment qui convient le mieux à l'employeur. Hein? Ça, c'est quand même la moitié des pères. 42% des pères nous disent aussi que leur employeur souhaite que leur congé de paternité soit le moins long possible. Alors, c'est correct de le prendre, mais pas trop longtemps, puis au bon moment. Alors, on voit qu'il y a peut-être encore des petits ajustements à faire. Ce qui est intéressant aussi, on a demandé aux pères, c'est quoi les principaux obstacles qu'ils voyaient à une bonne conciliation famille-travail. 23% nous ont parlé de la crainte du jugement des supérieurs. Hein? C'est quand même significatif. Le quart des pères. 22%, le manque de valorisation du rôle des pères au sein de leur organisation. 15%, la crainte du jugement des collègues. Donc, toute la question de la culture organisationnelle, je pense qu'elle est très, très, très importante. Et 23% aussi nous parlaient des normes et attentes liées à la culture des milieux de travail. On le voit que selon les milieux, selon si c'est syndiqué ou pas, évidemment, si c'est des milieux très, très, très performants, la question de la conciliation famille-travail, évidemment, va se vivre différemment. Puis ce qui est intéressant, moi, je suis quelqu'un de positif. J'essaie toujours de voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Le sondage nous disait aussi, les pères nous disaient aussi que les principaux leviers qui pourraient les inciter, dans le fond, à prendre davantage de mesures de conciliation famille-travail, la principale mesure, ça serait des meilleures compensations financières quand il y a des congés. Dans 35% des cas, on nous parlait aussi d'une meilleure communication avec l'employeur. Tu sais, quand je vous parlais des petites zones grises, la petite gêne à demander, toute la question de c'est-tu correct ou pas, je pense que c'est vraiment important. 27% des meilleurs congés de paternité et 26% une plus grande formalisation des mesures. Donc, on voit qu'on a fait du chemin, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour intégrer ça là, pleinement dans l'équation. Alors, voilà ma petite mise au jeu. Tout à fait, puis ça éveille des propos chez Mme Gendron. J'ai vraiment hâte. Je suis impatiente. Je suis impatiente. Écoutez, moi aussi, je suis de nature optimiste, puis vous le savez, on partage ensemble, Raymond et Yannis, les connaissances qu'on a acquises dernièrement sur un sondage employeur. Nous, notre lumière, c'est peut-être ma façon de toujours me mettre des lunettes roses, je devrais dire mauve, parce que là, on veut vraiment parler de conciliation travail-famille, mais dans les faits, nous, on remarque quand même qu'il y a une grande ouverture de la part des employeurs. Et on décode dans notre dernier sondage, par exemple, des questions aussi banales que, selon moi, un bon travailleur ne devrait pas s'absenter pendant plusieurs mois du travail pour un congé parental. 85% sont en désaccord. Ça veut dire qu'ils appuient l'idée d'être absent très longtemps. La question de quel énoncé votre employeur par rapport à votre absence, il a été réceptif et enthousiaste à 85%. Maintenant, Raymond, une fois qu'on a dit ça, on sait très bien au RQAP aussi qu'il y a du chemin à faire. C'est pour ça qu'on a fait dans notre nouvelle réforme de loi PL 51, on a mis des mesures spécifiques pour accroître encore davantage. Bien sûr, au Québec, on est les seuls qui avons des semaines exclusives parentales aussi généreuses. Diane Gabriel connaît les chiffres à travers le monde. Je veux dire, c'est incomparable là, par rapport au nombre de semaines et à la générosité des prestations. Mais on voyait quand même que sur l'ensemble des semaines partageables, les mères continuent à prendre 75% puis les pères 25%. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Avec la nouvelle loi, on a appelé, dans notre jargon, on appelle ça, nous, le bonus au partage. Disons que ce n'est pas la meilleure façon de décrire, mais en fait, si vous êtes au régime particulier, vous savez, là, je sais que je parle à des employeurs, je vais juste faire une petite mise technique ici. Donc, vous avez le choix entre un régime particulier qui est un peu plus long, qui donne des prestations avec un revenu un peu moins grand qu'un régime un peu plus court qui a
moins de semaines, mais un revenu plus élevé. Dès que vous prenez comme parent, dès que vous partagez 8 semaines, et vous avez 4 semaines de primes de plus qui s'ajoutent. Et évidemment, on fait ça pour inciter les couples à partager davantage le nombre de semaines partageables parce que Raymond, on constate comme toi, puis les chiffres que tu cites sont éloquents, il y a encore une perception de la part des pères que ces semaines-là sont des semaines qui sont exclusives aux mères, alors qu'elles sont vraiment dédiées, puis que là, on parle père-mère, mais qu'on parle aux conjoints, aux deux parents, pour qu'ils puissent de plus en plus tendre vers un plus grand partage des semaines. Moi, je ne suis pas une spécialiste de recherche. Diane Gabriel nous dira. Évidemment, l'équation derrière tout ça, c'est de se dire, plus les pères sont impliqués, bien sûr, il y a un désir profond de participer à la vie de l'enfant. Mais si on va d'un côté tout à fait, j'oserais dire opportuniste, cette politique-là qui a été mise en place dès 2000, en fait, la politique familiale en 1996, le régime d'assurance parentale en 2006, la première idée, c'était de remettre les femmes au travail. Puis on a une courbe, je ne sais pas, IRLT, si c'est maintenant que tu l'amènes ou plus tard, mais il y a une courbe éloquente à cet égard-là. Cette politique-là, la politique familiale conjuguée au RQAP, a fait monter le taux de participation des femmes qui ont des enfants de 3 ans et moins en 2000 et 2020 de façon fulgurante. Alors, la courbe bleue, c'est la courbe du Québec, la courbe verte, c'est la courbe de l'Ontario et la courbe brune, c'est la courbe de l'Ontario, la courbe verte, c'est le Canada. On voit qu'il y a presque 10 d'écart. Si vous mettez votre curseur à 2018, il y a 10 d'écart. Donc, clairement, il y a plein d'économistes qui en ont témoigné ultérieurement, la politique familiale et sa grande composante du RQAP qui permet aux pères de, dès le départ, partager davantage, non seulement répond à un vœu des pères, mais aussi a une résonance économique très importante pour le Québec, particulièrement vers l'avenir, puis on en reparlera tantôt, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être, on l'espère, et là, il y a des corrélations qu'il faut trouver pour être sûr, mais c'est dans cette direction-là qu'on va, c'est-à-dire un meilleur partage des tâches dès le départ, en espérant que ça perdure et que les tâches puissent être partagées pour l'avenir, pour permettre aussi aux femmes d'être très actives au milieu du travail. Vraiment, merci, Madame Gendron. Puis justement, je pense que ce qui attire le plus l'attention dans ces propos-là, c'est que souvent, on a tendance à parler conciliation famille-travail et congé parental comme des mesures qui sont d'ordre social, si on veut, et tandis que là, vous amenez une toute autre connotation qui est une connotation économique. Puis au moment où on vient intégrer ces volets au discours, ça change beaucoup les actions qui viennent par la suite, parce que c'est vrai, il y a des employeurs qui vont s'intéresser pour des raisons qui sont nobles, si on veut, mais à quelque part, il y aura d'autres qui auront besoin de chiffres comme celle-ci pour s'intéresser à la conciliation famille-travail, aux jeunes parents, entre autres, comme une mesure économique. Puis je suis certaine que Diane Gabriel a des propos très pertinents à ajouter là-dedans. Oui, bien, comme on évoque là, la dimension économique, je pense que le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre fait que les employeurs vont être d'autant plus incités à répondre à ces demandes-là. C'est vrai que le Québec, Marie l'évoquait, est très original et à l'avant-garde. Au fond, à part les pays nordiques, on est vraiment les seuls. Et on peut se dire, au fond, les transformations sociales sont semblables aux États-Unis, au Canada anglais. Les femmes sont venues sur le marché du travail, mais de fait, comme elles avaient moins de services de garde, elles n'ont pas un régime non plus aussi intéressant. L'Alberta, qui avait un meilleur taux d'activité auparavant, en fait, maintenant, c'est l'inverse. Le Québec a dépassé l'Alberta. On sait qu'à une certaine époque, le Québec n'allait pas si bien économiquement, mais là, on voit qu'effectivement, toutes les femmes ont pu accéder au marché du travail, notamment les femmes monoparentales qui, avec les services de garde, pouvaient effectivement accéder au marché du travail. Donc, les données qu'indiquait Marie sont vraiment intéressantes et pertinentes en termes d'impact économique. Et dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, c'est certain qu'il faut aller encore plus dans ce sens-là et suivre finalement l'exemple des pays nordiques. Je pense donc, ça j'évoque, je pense qu'il y a une évolution sociétale, la prise de place des femmes sur le marché du travail, transformation des familles et tout ça. Une chose qu'on a constatée quand on a comparé
comparé avec justement les pays nordiques et d'autres sur l'avènement des congés parentaux et de paternité. Au Québec, une particularité, c'est que nos groupes de femmes, nos groupes de conditions féminines dans les syndicats ont travaillé avec, au fond, les milieux communautaires et autres. Et en fait, nous, on pense qu'il y a une espèce de coalition plus large. Et je pense que ça, c'est intéressant. L'autre chose qu'on constatait, c'est que les pères québécois étaient comme plus près que d'autres au Canada et aux États-Unis à prendre ces congés-là, parce que les données qu'on évoquait tout à l'heure, les pères québécois étaient déjà, en prenaient un peu plus, même dans le régime canadien, même s'ils n'étaient pas, ne leur réservaient pas de semaine et tout. Donc, c'est comme si au Québec, il y avait un terreau favorable. Les groupes sociaux, les groupes communautaires, les milieux syndicaux et les groupes femmes se sont mis ensemble et ça fait des coalitions très intéressantes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, en France, je suis en France et les syndicats ne sont pas du tout, ils s'intéressent un peu, ils s'intéressent aux conditions de travail, mais à la conciliation comme telle, ils considèrent que ça ne fait pas nécessairement partie des conditions de travail, ce qui est un petit peu particulier à mes yeux. Mais bon, donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une situation, je pense, sociale intéressante au Québec. Les gens étaient prêts pour ce genre de mesures et ont demandé. Et bon, finalement, à différents moments, là, les politiques sont venus. Un autre élément que j'ajouterais, puisqu'on parlait un peu d'économie, la formation d'économistes aussi qui va ressortir, on pense souvent aux coûts sociaux, des difficultés sociales, mais ces coûts sociaux-là se traduisent souvent en coûts carrément économiques. S'il y a des problèmes de santé, des problèmes sociaux dus au fait justement que les femmes ne peuvent pas être sur le marché du travail, ont moins de revenus, etc. Et d'autre part aussi, avec nos services de garde, la politique à la petite enfance visait aussi une égalité entre les enfants. Donc, tous les problèmes sociaux qui peuvent se dégager si on n'a pas ces mesures de conciliation et ces politiques publiques, ça peut être vraiment des coûts sociaux, mais aussi des coûts économiques vraiment très, très importants. Donc, je pense que pour ces raisons-là, je trouve que l'évolution des dernières années est intéressante et c'est pour ça qu'on s'intéresse autant à cette thématique-là. Pour revenir à ta question de départ, Yarledis. Merci, merci. C'est vraiment pertinent. Ça donne tout un sens à la notion de pourquoi s'intéresser aujourd'hui, mais pourquoi c'est intéressés ensemble. On est passé de l'individu tout seul à l'organisation toute seule à on fait partie vraiment d'un écosystème de la conciliation famille-travail. Puis là, vous venez d'illustrer chacun avec vos points de vue de quelle façon chacune des acteurs de l'écosystème peut jouer un rôle. Donc, si on parlait tantôt des répercussions économiques du conflit travail-famille, entre autres, et à mon avis, c'est l'une des raisons qui ont amené les organisations, même dans les années 2000, il y avait des études pan-canadiennes qui ont marqué vraiment la recherche en conciliation famille-travail. Bien, Gabriel, vous me corrigerez si je me trompe, mais il y avait des études d'Uxbury et Higgins depuis les années 2000 qui constataient un lien direct entre les conflits travail-famille et les problèmes de santé. On parlait des troubles musculo-squelettiques, des troubles d'anxiété, de stress et des problèmes cardiaques. Donc, à la longue, si on employait une personne qui vit des conflits travail et famille et vient s'absenter à cause de problèmes de santé, c'est l'organisation qui en souffre, c'est la famille qui en souffre, mais en bout de ligne, c'est nous tous en tant que société qui allons payer les prix, comme vous l'avez très bien illustré. Donc, pour fermer un peu cette première partie, on a constaté aussi dans les sondages Concilivide auxquels on vous parle depuis le début de la présentation, que les besoins des personnes en emploi évoluent. On voit que les hommes et les femmes s'en servent autant des mesures de conciliation famille-travail, mais on voit encore qu'il y a 29% de personnes qui pensent que ce sont surtout les femmes qui les utilisent. Donc, peut-être, comme on mentionnait depuis le départ, on a parcouru du chemin, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. C'est parce que si les gens savent que les mesures sont là, qu'est-ce qui fait qu'ils ne les utilisent pas? Puis Raymond avait glissé un mot tantôt par rapport aux freins dans les organisations et c'est important de les considérer pour être capable de les surmonter. Donc, je ne sais pas, Diane Gabriel, si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport aux données qu'on voit à l'écran. Ben, écoute, ce qui me frappe, c'est la photo qui est là, parce qu'en fait,
Quand on dit que ça évolue, les besoins changent, c'est ça, c'est que malheureusement, dans les organisations, des fois, les entreprises ont un petit peu peur. Bon, les demandes vont être fortes et tout, mais une des choses qu'il faut voir, c'est justement quand les personnes ont de très jeunes enfants, il y a des demandes très fortes. Après, ça va se ralentir normalement, à moins que l'enfant ait des besoins particuliers, des difficultés, mais en lien avec cette image, ce qu'on voit, on sait que notre société québécoise est vieillissante et donc les personnes proches aidantes, ce sont d'ailleurs en majorité des femmes, si les entreprises ne tiennent pas compte de ces besoins-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont réduire leurs heures de travail et elles vont même quitter leur emploi. Encore là, je reviens au contexte de rareté de main-d'œuvre. Se préoccuper de cette question-là va faire qu'on va pouvoir garder en emploi des hommes comme des femmes. Un peu plus les femmes parce que, compte tenu du type de tâches qu'elles font, des soins plus proches à la personne âgée, elles ont plus tendance à réduire leurs heures de travail et à quitter. Les hommes, par contre, sont aussi proches aidants, avec d'autres types de tâches, plus financières et transport. Mais donc, ça fait partie, quand on écrit ici, là, les besoins des personnes en emploi évoluent. Effectivement, ils évoluent entre autres parce que c'est une société vieillissante. Puis quand on termine de s'occuper de nos jeunes enfants, bien, on s'occupe de nos parents plus âgés ou des conjoints ou des amis aussi plus âgés. Il y a aussi un chiffre, il y a un chiffre, si je peux me permettre, qui était vraiment très éloquent dans le sondage qu'on a fait avec vous. Quand on dit que ce n'est pas peu, 85% des travailleurs, on parle des travailleurs décomplexés, je pense que c'est une notion qui est très importante dans le cas de la pénurie de main-d'œuvre. Bon, on y vient là. Donc, la satisfaction au travail qui est 90% si l'employeur est ouvert, puis rester plus longtemps à 85%, ces chiffres-là parlent en soi, là. Tout à fait. Puis, pour donner un peu on parle des chiffres, mais je pense que c'est pertinent. Hier, j'ai assisté à un groupe de discussion avec des employés de production du secteur manufacturier. Oh, Raymond, je vous donne la parole tout de suite. Et puis, il y avait des gens parents. On avait 10 personnes, dont 7 hommes. On comprend, les milieux manufacturiers, c'est majoritairement, c'est à prédominance masculine, mais il y avait des gens parents qui parlaient. Il y avait un jeune homme de 21 ans, père d'une fille de 3 ans, qui disait: quand je parle autour de moi et de la flexibilité que j'ai, puis de l'autonomie au travail, on touche l'autonomie, on va un peu plus loin que la conciliation famille-travail, mais lui, il disait, quand je parle autour de moi, les gens, ça allume des lumières. Puis les gens ont le goût de venir travailler. Donc, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, transformer ou faire en sorte que nos employés deviennent ambassadeurs, c'est vraiment quelque chose qui est gagnant. Puis, on voit les chiffres qui parlent d'elles-mêmes, mais justement, un employé qui est satisfait, qui est heureux, va avoir tendance à en parler, puis ça fait en sorte que ça devienne un levier d'attraction pour les autres. Oui, Raymond? Oui. Donc, je vais juste ajouter que quelque chose qui est intéressant de se rappeler, c'est que le meilleur prédicteur de l'engagement paternel à long terme, c'est l'engagement paternel précoce. Hein? Ce n'est pas pour rien que ces mesures-là y ont été impliquées. Le meilleur prédicteur d'une bonne coparentalité à long terme, c'est aussi la coparentalité, entre guillemets, précoce. Donc, autour de la naissance de l'enfant, hein, il y a plein d'études qui le disent, il y a des choses qui se cristallisent, les bonnes comme les moins bonnes. Donc, on a vraiment intérêt à intervenir rapidement. Le Conseil de gestion de l'assurance parentale le fait. Mais moi, mon petit cri du cœur aussi, c'est que ça serait le fun aussi que l'ensemble des messages sociétaux autour de la naissance soient aussi cohérents, que dans le réseau de la santé, que dans les rencontres prénatales, qu'à l'accouchement, que dans l'année qui suit la naissance de l'enfant, on soit tous dans ce paradigme-là. Parce que des fois, encore maintenant, nos messages sont un petit peu contradictoires à cet égard-là. Je vais juste donner un exemple très simple. Il y a le grand programme qui, pour soutenir les parents vulnérables, le programme CIP, les pères ne peuvent toujours pas inscrire leur nom dans le formulaire en 2022. Fait que même si un père est veuf ou monoparental, il ne peut pas mettre son nom dans le formulaire. Ça, c'est des petits messages qui sont quand même des gros messages qui sont assez puissants. Alors, la cohérence de nos messages sociétaux sont très importants parce que des fois, les pères, les hommes sont comme mêlés dans les messages qu'on leur envoie. Fait que plus on est cohérent, plus on va être gagnant, et particulièrement au niveau du début de la vie de l'enfant, parce que c'est là que beaucoup de choses se placent. Puis, dernière petite chose, juste rappeler effectivement, comme le disait Diane Gabriel, que parmi les proches aidants, il y a quand même 42% des proches aidants qui sont des hommes, oui, d'une façon différente que les femmes, mais il y en a quand même beaucoup
puis souvent, ils vont aider leur conjointe, leur mère. Donc, eux aussi sont des acteurs qui sont un petit peu dans l'angle mort de la proche aidante d'une certaine façon. Fait que moi, mon message, c'est toujours, c'est quand on inclut tout le monde, on est toujours gagnant, là, tout simplement. Voilà. Et vous aviez quelque chose à ajouter? Il me semblait, non? Ah, mais c'est infini, on peut continuer si vous voulez. Ça dépend de vous. Là. À ce moment-là, je On me aborde ramène à dans le la même sens. Voilà, c'est ça. On arrive à la pandémie. On avait un accord. C'est moi qui a la fâcheuse tâche de préserver le temps. Alors, j'assume mon chapeau. Alors, dans cet ordre d'idées-là, Raymond, il y avait quelque chose de très important. C'est les messages qu'on envoie aux pères. Puis là, dans les contextes de pandémie, on en parlait un peu dans nos rencontres précédentes. Il y a des choses qui ont changé pendant la pandémie, justement, dans cette notion d'engagement parental, de partage des tâches domestiques. On parle souvent de nos jours, la charge mentale qu'on vit en tant que parent, en tant que maman, que papa. Mais au niveau des pères en tant que tels, quels sont les apprentissages qu'on retire de la pandémie? Puis je lance la question comme ça. Je vous laisse commencer, Raymond, puis on va renchérir par la suite. Bon, écoutez, merci de me donner autant d'espace, autant de place. Je l'apprécie beaucoup. Puis je pense que ça montre aussi que quand on se parle, on réussit à s'entendre. Puis plus on se parle de ces sujets-là, mieux c'est. Parce que, tu sais, au Québec, des fois, c'est un peu tendu de parler des questions homme-femme, père-mère et tout ça. Mais je pense que c'est une question de climat, d'espace dans notre tête qu'on se crée. Alors, merci beaucoup de la tribune que vous m'offrez. J'apprécie vraiment énormément. Nous, on a fait un grand sondage sur la coparentalité en période de pandémie. Donc, un sondage SHOM, 1000 pères, 1000 mères, donc vraiment quelque chose de sérieux et tout ça. Et ce qui est apparu, c'est que comme on l'a entendu tout à fait, effectivement, la charge s'est accrue sur les mères en général, la charge mentale, l'inégalité au niveau du partage des tâches. Cependant, ce qui est intéressant, c'est quand on dépliait un petit peu ces données-là, on voyait évidemment que tous les couples n'étaient pas égaux devant cette situation-là. Et dans le fond, ce qu'on avait, il y avait comme 3 groupes. Il y avait une partie de peut-être le tiers qui nous disait, bon, nous, ça a été dur, mais ça nous a permis là, de faire un meilleur team. On a appris de ça et tout ça. Il y a une partie qui nous disait, ça n'a rien changé. Peut-être que c'est inégal avant, puis c'est resté inégal. Puis il y a une partie qui nous dit, vraiment, ça s'est détérioré. C'est-à-dire que le contexte, le télétravail, les difficultés ont vraiment accru, dans le fond, la pression sur la mère, ont accru l'inégalité. Pour moi, c'est important de rappeler le constat général, mais aussi de dire que dans ce constat-là général, il y a un paquet de réalités qui se dissimulent derrière ça. L'autre donnée aussi super intéressante du sondage qui est tellement révélatrice, et ça, c'est intéressant, c'est qu'on ne sait pas nécessairement tout le monde, mais dans la coparentalité, c'est intéressant de regarder qu'il y a 4 dimensions. Donc, on parle de communication, de reconnaissance de l'autre parent, de cohérence parentale et de partage des tâches. Pour qu'il y ait une bonne coparentalité, dans le fond, ça prend ces 4 morceaux-là. C'est intéressant de le réfléchir comme ça parce que, oui, il y a le partage des tâches, mais il y a d'autres choses. Pour que ça marche, ça prend tous ces morceaux-là. Et là, on a posé la question aux pères et aux mères de la satisfaction pour chacune des dimensions de la coparentalité en période de pandémie. Alors, ce qu'on était content d'apprendre, c'est que pour la communication, reconnaissance de l'autre parent, la cohérence parentale, les satisfactions des pères et des mères étaient à peu près les mêmes. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ce qui confirme ce que j'ai dit précédemment, ce qu'on sait tous un peu beaucoup, c'est qu'au niveau du partage des tâches, l'écart est là, il s'est creusé, puis on voyait directement qu'il y avait un lien avec la charge mentale et aussi avec la détresse psychologique. Parce que vous savez, c'est toutes des choses qui s'accumulent. Si tu as plus de tâches, si tu as plus de stress, bien, c'est sûr que ça va être plus difficile, cette situation-là. Et quand on sait, dans le fond, que pour l'ensemble des parents, les pères, les mères, la détresse s'est accrue, mais pour les mères, comme ils partaient de plus haut, ça s'est accru encore plus, bien, c'est vraiment des petites lumières là, qui doivent s'allumer, puis nous indiquer, dans le fond, que le partage des tâches, la coparentalité dans son ensemble, c'est vraiment extrêmement important. Puis là, je me permettrais maintenant juste un petit éditorial, je pense, important. C'est peut-être quelque chose qu'on n'est pas assez conscient, c'est que il y a plein de couples qui nous disent, chez les jeunes hommes, chez les jeunes femmes, chez les jeunes parents, il y a vraiment un contexte sociétal particulier qui fait, c'est pas facile d'avoir entre 18 et 34 ans maintenant.
il y a un paquet de choses qui se passent. La pandémie, les changements climatiques, les crises économiques, la façon dont on aborde les enjeux sociaux. Et on est dans une période qui est extrêmement anxiogène. Puis le moindrement, si vous êtes en relation avec des jeunes adultes, vous devez le ressentir. Et il y a vraiment quelque chose, quand on regarde les courbes de détresse psychologique, selon l'âge, il y a une espèce de courbe qui monte là, de façon très, très accentuée vers les 18-34 ans. Et donc, ça, c'est souvent à l'âge où les gens ont leurs enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose comme société qu'on a à entendre, qu'on a à écouter, puis se dire, il y a quelque chose qui se prépare, puis il faut être très, très vigilant maintenant. C'est pas facile. Puis des fois, comme adulte, des fois, on ne comprend pas toujours. Comme adulte, moi, j'ai des enfants jeunes adultes, on n'est pas toujours, on ne saisit pas toujours l'ampleur de leur difficulté, de leur détresse, mais je pense qu'on doit vraiment être attentif à cette réalité-là. Puis la pandémie a comme accentué ça. Et il y a vraiment quelque chose de niveau sociétal qui se prépare, qui est très, très, très préoccupant. Alors, c'est mon petit cri du cœur, là, mais je pense que c'est important de l'entendre. Les chiffres sont assez implacables à ce niveau-là. Alors, voilà, c'était mon petit moment d'émotion. Un vrai cri de cœur, en fait, oui. Moi, je reviendrai peut-être sur, parce que justement, Raymond évoquait les données de cette enquête-là. Il y a d'autres enquêtes qui avaient été menées par Concilivie, puis qu'on a étudiées avec Sophie Mathieu. Et on a trouvé des choses intéressantes, justement, du point de vue des employeurs, parce que là, on s'adresse notamment aux employeurs, aux gestionnaires ressources humaines. Et on se disait, a priori, on avait imaginé que la conciliation aurait été beaucoup plus difficile. Or, on a été étonné de constater qu'à partir de cette même enquête menée en 2018, en 2020, en mai 2020, là où la pandémie commençait, les gens avaient trouvé finalement plus facile de concilier qu'en 2018 et encore plus facile en 2021. Alors, beaucoup de personnes quand même avaient trouvé que c'était difficile, mais il y avait quand même des pourcentages qui trouvaient plus facile. Et la raison pour laquelle on peut penser qu'ils ont trouvé ça plus facile, c'est qu'en fait, on a constaté que les employeurs ont été compréhensifs, empathiques. Et dans beaucoup d'autres recherches qui avaient été menées par le passé, on constatait que les mesures de conciliation, c'est évidemment majeur. Mais en plus de ça, disons qu'on prend les mêmes catégories, les personnes qui ont un soutien de leur employeur, une empathie, une compréhension de la part de leur employeur, vont trouver finalement, vont avoir un ressenti de conciliation plus facile avec ce soutien. Donc, c'est un message aussi pour les employeurs. Dans certains cas, certains vont dire, nous, compte tenu, tu évoquais tout à l'heure le milieu manufacturier, parfois on dit, nous, on ne peut pas avoir d'aménagement de temps de travail, on ne peut pas offrir le télétravail. En plus, on manque de personnel, rareté de main-d'œuvre, donc on a tendance à demander des heures supplémentaires. Mais le message serait pour ces organisations, là aussi, si vous êtes très dur et pas, enfin surtout, ça s'adresse au fond au cadre immédiat, là, le supérieur immédiat, il faut leur transmettre l'information qu'effectivement, pour avoir une bonne performance, que les gens soient bien au travail et qu'ils restent dans ces organisations-là, si on n'est pas capable d'offrir toutes les mesures possibles et impossibles, déjà une certaine empathie, une compréhension lorsque les personnes vont demander un congé, un aménagement pour les vacances ou autre, en tout cas, ça semblait vraiment avoir un impact important. Évidemment, l'autre élément qu'on a considéré comme explication, c'est bien sûr le télétravail qui réduit les temps de déplacement. Ce n'est pas possible dans le manufacturier, mais c'est possible dans 40% des postes de travail, beaucoup dans les services et tout. Donc, toutes ces personnes-là ont pu profiter. Alors là aussi, c'est un message, d'autant plus que sans entrer là, dans le télétravail, parce que c'est un autre projet sur lequel je travaille beaucoup, mais quand même, on voit à quel point les gens ont apprécié ça. Donc là aussi, depuis longtemps, moi je travaillais là-dessus depuis une vingtaine d'années, et c'est vrai que c'était vu comme une mesure de conciliation importante, mais beaucoup de gestionnaires intermédiaires disaient non, c'est pas possible avec ta tâche, non. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est ce que nous a appris au fond la pandémie, c'est que finalement, tout d'un coup, ça a été possible. En 3 jours, ce qui n'était pas possible est devenu possible. Donc, je pense qu'il y a un message là qui est quand même assez intéressant. Et bien sûr, il y a des attentes du côté des employés par la suite. Les gens ont expérimenté le télétravail, ça a bien fonctionné. Les données nous montrent que ces personnes-là se sont senties productives. Il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus aussi. Et c'est intéressant parce que certaines enquêtes nous montrent aussi que les employeurs ont constaté aussi que les salariés étaient productifs. Donc,
ça va être difficile de revenir complètement en arrière. Et bien sûr, c'est ça, tous les secteurs. Je te confirme, hein? ce que vous dites là se confirme dans nos données. Alors, moi, je vais seulement pouvoir parler des données d'utilisation, mais c'est quand même pas pire parce qu'on est presque à 90% des parents qui participent. Donc, on rejoint beaucoup de parents. Nécessairement, on rejoint beaucoup d'employeurs. Les employeurs cotisent, donc ils sont au fait de la contribution sociale qu'ils font. Je pense qu'on dit tous, puis c'est important, aujourd'hui, on parle à des employeurs, c'est important de faire connaître les mesures disponibles, les nouvelles mesures disponibles. L'importance et des bénéfices, Raymond, que tu énonces. Je ne veux pas paraître flatteuse, mais pour moi, l'initiative Concilivie sert à ça. Et chez nous, la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir sur notre CA des employeurs et des travailleurs. Donc, on prend le pouls constant. Ce qu'on a constaté, si je peux revenir à la COVID, on se l'est dit beaucoup, hein, que ce soit au niveau de l'utilisation des technologies, le télétravail, c'était des tendances qui étaient présentes. Puis tout à coup, ça s'est cristallisé d'un coup. Et là, je pense, puis on ne parlera pas tout de suite de l'avenir, c'est l'autre sujet tantôt, mais je pense que c'est irréversible selon nous. Ce que je peux vous dire, quand on regarde nos courbes de comportement par rapport aux parents, bon, premièrement, on s'est demandé dès 2020, est-ce qu'il va y avoir un baby boom ou un baby crash? C'est la question qu'on se pose. On s'est rendu compte qu'au départ, il y avait effectivement un ralentissement de naissance. On attendait, on regardait les trimestres pour se rendre compte en bout de ligne qu'il y avait un report du projet. Donc, on a eu une baisse de naissance en 2020 de près de 3%. Mais on est en reprise en 2021. Donc, et même, on le constate, les courbes de naissance sont des courbes cycliques. On croit bien, et selon les experts, qu'on est en train d'entamer une courbe à la hausse, ce qui est une bonne nouvelle pour le vieillissement de la population. Chez nous, c'est des coûts supplémentaires, mais on est là pour ça. Et comme les salaires augmentent, on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que l'équation ne sera pas défavorable. Donc, on va toujours pouvoir continuer à appuyer les parents avec des nouvelles mesures qui s'adressent complètement dans les changements de comportement qu'on a observés avec la COVID. Donc, reprise du taux de naissance en 2021. Les pères, Raymond, pour parler des pères, effectivement, une importante baisse de taux de participation dans la COVID. Donc, quand on parle 19-20, vraiment une baisse marquée de 3%, c'est quand même beaucoup là, quand on est là, parce que c'est des gains qui sont encore à construire. Puis nous, on le savait qu'il y avait déjà des comportements. Donc, ce qu'on apprend par contre de 2021, puis c'est des données que je vous donne en exclusivité parce que mes actuaires m'ont toutes calculé ça pour partager ces données-là avec vous. Elles seront publiées sous peu, mais nos données préliminaires constatent une très belle hausse pour 2021. Donc, c'est une très bonne nouvelle par rapport au taux de participation du RQAP. On serait rendu au-delà de 90, voire presque jusqu'à 92%, alors qu'on était à 89% pour l'ensemble. Et pour les pères, on va dépasser la participation pré-COVID qui était à 72 en 2019, 70 en 2020, et on se retrouve probablement en haut de 72. Donc, ce que tu disais est fort intéressant, puis je pense qu'on va se reparler pour échanger sur les données, parce qu'évidemment, on regarde les chiffres, nous, et c'est en travaillant avec vous qu'on peut interpréter ces chiffres-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que les parents choisissent beaucoup plus de régimes particuliers, celui qui offre le plus de semaines. On est rendu à au-delà de 80% post-COVID. Donc, c'est un gain de 3%. C'est un changement de comportement. Parce que ils sont plus à la maison, ils ont constaté que c'était une bonne chose, les diètes, donc ils apprécient peut-être même au détriment d'un revenu, hein, parce que quand le régime est plus court, ils ont plus de sous. Mais est-ce que c'est justement avoir côtoyé ou c'est le télétravail qui fait que finalement le déplacement est moins compliqué? On ne sait pas. On va se reparler, Raymond, puis nous-mêmes, on va poser des questions à nos participants. On pense qu'il y a peut-être quelque chose qui joue par rapport aux 500 $ que le fédéral a donné, vous le savez, et qu'il y a eu pour lequel on a donné une équivalence et même plus. Donc,
probablement quand ça a rendu le régime plus généreux. Mais là, pour les chercheurs que vous êtes, ça nous donne un indice. Puis tu as touché un point tout à l'heure, Raymond. Il y a un facteur, puis on le regarde, Diane Gabriel, elle a fait beaucoup de recherches ailleurs et des recherches là-dessus. L'incidence des revenus sur les pères joue beaucoup. Probablement encore, puis je ne suis pas la chercheuse parce qu'ils gagnent encore des revenus un peu plus élevés. Mais c'est peut-être autre chose. On n'a pas la réponse. C'est peut-être juste une facilité accrue, des milieux de travail plus tolérants pour les femmes. Je ne sais pas. On n'a pas la réponse. Puis je vous rappelle que ce qui était très stable historiquement au CGAP, c'est-à-dire que les femmes prenaient 75% des congés parentaux, les hommes 25%. On est en train de voir une belle tendance de changement de comportement. Est-ce que c'est la COVID? Est-ce que tout ça mis ensemble fait une belle sédimentation? Ils sont plus présents, ils l'apprécient, ils vont rester plus. Donc, il y a plus de partage. Ou bien c'est la belle mesure qu'on a introduite de semaines supplémentaires. On commence à voir les effets au premier trimestre de 2021. C'est quand on compare. On commence déjà à avoir une belle tendance par rapport au partage des semaines. Il y a de plus en plus de familles. On a doublé au premier semestre de 2021, on a doublé le nombre de parents qui se rendent jusqu'à la limite maximale pour avoir accès au bonus. Donc, c'est déjà une preuve de changement de comportement qui suivait peut-être un comportement post-pandémique, on le saura, et évidemment qui est conditionné par les mesures publiques incitatives qu'on a mis en place pour favoriser la présence des pères. Donc, oui, la COVID, en somme, on le voit très bien. Évidemment, il y a eu un creux, mais la belle nouvelle, c'est que la hausse n'est pas égale à avant. On est en train de dépasser nos courbes historiques. On se croise les doigts. C'est fun, c'est sur le terrain. En fait, cette statistique-là par rapport à l'augmentation du taux de naissance puis l'augmentation de l'utilisation du régime, je pense que pour les employeurs, c'est important. Ce qu'on constate sur le terrain aussi, c'est que les gens demandent de plus en plus justement ces congés parentaux. J'avais rencontré des employeurs qui offraient, quand la mesure n'était pas encore là, et qui offraient comme une prolongation du congé parental qui était dans l'entreprise. Puis dans les sondages à l'interne, ce qui ressortait, il y avait des parents, en fait, c'était des mamans plutôt, qui disaient « Je suis restée dans cette organisation parce que j'avais eu accès à un prolongement de mon congé parental. » Puis ça, pour moi, ça change tout. Ça envoie un message très fort de l'importance que l'employeur accorde à la conciliation famille-travail. Puis quand on partageait cela en comité de conciliation famille-travail, c'était riche pour l'employeur parce que c'était une façon de voir, oui, ça rapporte. Puis maintenant, avec les nouvelles mesures publiques, ça va être encore plus avantageux et pour les employeurs et pour les employés. Donc, on voit que la pandémie nous amène quand même des éléments, des beaux apprentissages. Puis juste pour clore un peu cette section, on voit qu'il y a des acquis qui viennent avec la pandémie. On a vu qu'il y a, comme Diane Gabriel mentionnait tantôt, des organisations qui ont adapté leurs mesures. On sait évidemment qu'il y avait des employeurs qui étaient déjà sensibilisés à la notion de conciliation famille-travail, aux réalités des jeunes parents, aux réalités des proches aidants, aux réalités des personnes immigrantes, etc. Mais il y a certains d'entre eux qui ont été forcés, si on l'a vu, à s'adapter. Mais la bonne nouvelle, c'est que forcés ou pas, il y a environ un employeur sur deux qui ont adapté les mesures de conciliation famille-travail. Puis parmi eux, il y a 85% qui ont l'intention de maintenir ces acquis-là, de maintenir ces mesures. Donc peut-être qu'on est en train d'être témoin d'un changement de mentalité, d'un changement de paradigme qui va être vraiment centré sur l'être humain. Et puis ici, on voit aussi, juste pour clore, on voyait ça devient une attente incontournable des employés à la conciliation famille-travail. On parlait de à quelle façon la conciliation famille-travail vient améliorer l'attractivité. Puis, malheureusement, il y a juste 18% des employeurs qui ont formalisé les mesures. C'était 15% l'année précédente. On voit qu'il y a une légère augmentation. Les employeurs commencent à formaliser, mais il y a des façons très simples d'offrir des mesures
mesures de conciliation famille-travail aux employés ne serait que juste partager les ressources qui existent, juste faire connaître, par exemple, les nouvelles mesures du RQAP, s'assurer que les gens comprennent bien les modalités d'accès, sensibiliser. Donc, c'est des mesures, des actions concrètes à faible coût, même à coût nul, qui vont avoir un impact sur la vie des nouveaux parents. Alors, je ne sais pas si sur cet élément-là, vous aviez d'autres points à ajouter, sinon ça en va vraiment au futur. Et que fait-on en fait comme organisation pour maintenir ces acquis? Je pense qu'Anne-Gabrielle, on avait échangé un peu à ces sujets-là. Et puis Raymond aussi, je pense que Mme Gendron avait des éléments. Et on voit qu'on a acquis des éléments, on a eu des gains associés à la pandémie. Mais comment fait-on en tant qu'organisation pour maintenir ces acquis? Et après, on s'en va dans le futur. Je pense qu'effectivement, comme on a vu, hein, toutes les données là, qui ont été évoquées par Marie, par Raymond, il y a des changements. Évidemment, la pandémie, ça a été un choc. Les organisations s'adaptent. Ce qu'il faut espérer, justement, c'est que tout ce qu'elles ont fait de positif, moi, quand je mentionnais la dimension empathique, soutien organisationnel, être plus ouvert, toi, quand tu évoquais aussi l'allongement des congés, on entend souvent dire que, justement, beaucoup d'employés considèrent qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance dans leur milieu de travail. Puis, on a beaucoup entendu parler aux États-Unis de gens qui quittaient leur organisation. Apparemment, c'est moins fort au Canada, au Québec. On n'a pas ce qu'eux ont appelé la grande résignation ou la grande démission, là, les départs en masse au fond d'emploi qui n'étaient pas très satisfaisants. C'est beaucoup l'hôtellerie, la restauration, etc. Ces secteurs-là ont été beaucoup fermés pendant la pandémie. Beaucoup de gens ont quitté, ont perdu des emplois. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'à la fois, les employeurs qui ont été empathiques et soutenants vont continuer à l'être et ceux qui ont de la difficulté à attirer de la main-d'œuvre, justement, comme le commerce de détail, l'hôtellerie, la restauration. On voit plein de restaurants là, qui disent on est obligé de fermer 3 jours semaine parce qu'on ne trouve pas les employés. Bien, ils vont peut-être trouver justement dans les mesures de conciliation. Et dans ces secteurs-là, bon, ça ne sera pas le télétravail ou alors il va falloir qu'il y ait des robots pour servir les repas. Mais par contre, on peut, je sais que dans ces secteurs-là, souvent les gens connaissent leurs horaires à la dernière minute. Il y a énormément de femmes dans ces milieux-là. Je sais que dans le commerce de détail, on me disait souvent ça. Notre horaire à partir de la semaine prochaine, le dimanche, est connu le jeudi soir. Il y a peut-être moyen d'améliorer un peu. Ce n'est pas quelque chose de très complexe. Donc, je pense que plus les employeurs continueront à être soutenants et à vraiment soutenir la parentalité et la proche aidance, les personnes voient ça, en fait, comme tellement important que, justement, ils considèrent que c'est une reconnaissance. Là, quand on dit les employés veulent être reconnus, ce n'est pas que seulement financièrement. Oui, bien sûr, avec l'inflation, en ce moment, on parle beaucoup d'argent puis de compensation, mais la plupart des gens vont considérer que c'est plus important, entre autres, quand on reconnaît la conciliation. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, un congé plus long, des horaires connus à l'avance, faire un effort pour faciliter la conciliation pour les employés, ça suscite de la reconnaissance et donc, ça suscite de la rétention dans l'organisation. Et pour tout le secteur des services là, qui cherchent le personnel, ça va aussi possiblement susciter plus d'attraction parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix, d'autant plus que ce n'est pas toujours des secteurs qui peuvent payer des salaires très élevés. Donc, ils le disent eux-mêmes, on ne peut pas, nos marges de profit dans le commerce de détail, la restauration sont souvent limitées. Bien, regardez du côté des mesures de conciliation, c'est un bon facteur, disons, d'attraction et de rétention. Et l'autre petit élément que je dirais, c'est attention justement aux besoins des familles et des couples et pas seulement à ceux de l'entreprise. Comme Raymond le mentionnait au début, la durée et le moment de prise de congé, parfois les entreprises essaient de faire un peu pression là-dessus. Il faut se rappeler que l'idée d'un congé, c'est quand même de s'occuper d'un bébé ou d'aider une mère. Alors, à certains moments, il se peut que ça coïncide et je sais que parfois les pères aiment prendre plus tard pour être seuls avec l'enfant au moment de la partie du parental. Là. Ils vont prendre le paternité au début, puis le parental plus tard, mais quand même être attentif donc aux besoins des couples et des familles et pas se dire, on va leur laisser prendre le congé au moment où ça me convient, moi, comme organisation. Mais je pense que dans cet esprit-là, si je veux répondre à la question que peuvent faire les organisations, bien évidemment, je vais remettre mon chapeau de politique publique. Hein? Évidemment. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Et quand on a fait la nouvelle loi, on a consulté les employeurs, ils sont venus en commission parlementaire, puis on a
pu voir était où la flexibilité. Puis je pense que flexibilité et adaptation, ce sont deux gros termes qui sont effectivement à l'encontre complète de pression, intolérance et fermeture. Donc, on en est arrivé à pouvoir aussi dire, bon, mais regardez, comme on observait qu'en 12 mois, les parents n'ont pas le temps de prendre toute leur semaine parce que c'est trop court, puis il y a peut-être des impératifs auprès des employeurs. Alors, on a extensionner la période pendant laquelle les employés peuvent prendre leur congé à 78 semaines suivant la naissance. Donc, ça donne plus de latitude. Évidemment, il faut négocier avec son employeur, c'est incontournable, mais au moins de part et d'autre, tant pour l'employeur que pour l'employé, ça donne quand même une latitude beaucoup plus grande. Ce qu'on a fait aussi pour aider les travailleurs, c'est permettre et les employeurs, parce que dans le fond, si on est capable de travailler un peu, pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a une certaine tolérance? Ce n'est pas vrai que quand on a des prestations, on doit cesser de travailler complètement. Bien sûr, l'esprit même, c'est d'encourager la présence, mais dans un équilibre et dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, dans le contexte aussi des revenus et de la sécurité financière des familles, on a accru ce qu'on appelle, nous, les revenus concurrents, c'est-à-dire la capacité d'avoir des revenus pendant qu'on reçoit des prestations. Donc, avant, quand une mère avait des prestations de maternité, elle ne pouvait pas travailler du tout. On a inclus le 18 semaines de maternité dans la période à l'intérieur de laquelle, dans l'ensemble des prestations, les parents peuvent avoir des revenus d'emploi, un certain niveau de revenus d'emploi. Et on a changé aussi la façon de calculer ce qu'on indique comme revenu d'emploi. Auparavant, c'était 25 de la prestation hebdomadaire. Donc, tu ne pouvais pas recevoir plus que ton montant convenu de prestation. Là, j'essaie de faire ça simple pour ceux qui n'en ont pas eu dernièrement. Et dorénavant, c'est 100 du revenu hebdomadaire qui était possible, c'est-à-dire pas ton revenu en tant que tel, mais la partie du revenu qu'on venait combler avec le RQAP. Donc, ça permet aux travailleurs de peut-être indiquer qu'il y a une possibilité, quand même encadrée, de faire un peu de travail. Pour l'employeur aussi, c'est une piste de flexibilité, où on peut même parler de temps partiel. Mais évidemment, tout ça doit être fait en concertation. C'est l'esprit paritaire qui nous anime chez nous, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, oui, c'est une mesure sociale, mais je pense que c'est important de parler aux employeurs, comme on fait aujourd'hui, pour rappeler les bénéfices économiques, particulièrement en temps de pénurie de main-d'œuvre et de rareté, de se doter de bonnes mesures de conciliation au travail-famille. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est un peu juste de façon concrète, je pense que c'est riche comme contenu de partager ces informations aux employés, de les communiquer régulièrement, puis surtout, à risque de me répéter, de consulter leurs besoins parce que leurs besoins vont évoluer. Puis peut-être qu'on a parmi nos employés des gens qui seraient prêts à faire un retour progressif au travail en gardant partie de ces prestations. On ne le sait pas, mais aussi longtemps qu'on n'aura pas entamé cette démarche paritaire-là dont vous en parlez. Alors, Raymond, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter par rapport à ça? Sinon, on s'en va dans le futur. Ouais. Ben, écoute, juste rapidement, je vais juste ajouter que à l'heure actuelle, financé par le secrétariat à la condition féminine, on a un projet pilote pour aller mieux comprendre, dans le fond, les réalités des pairs, les enjeux des pairs, et ça particulièrement dans les milieux de travail à prédominance masculine. Donc, justement, on va aller sur le terrain avec des focus group, avec le recensement de littérature, avec des sondages, avec des formations pilotes pour les employés, pour les employeurs, des groupes de co-développement pour justement aller mieux comprendre, mieux saisir c'est quoi les enjeux particuliers de façon à s'assurer des mettre aussi là, dans la boucle là, de la conciliation famille-travail. Et j'ai le bonheur sur ce projet-là de collaborer avec Diane Gabriel et avec Concilvie. Donc, on est vraiment bien choyés là, en termes de partenariat. C'est Raymond, ça commence à répondre en partie à la question suivante. Est-ce que, tant qu'à être dans cet élan-là, comment voyez-vous l'évolution de la conciliation famille-travail d'ici 15 ans? En fait, qu'est-ce qu'on se souhaite en matière de conciliation famille-travail dans les prochaines années? Puis on doute une partie de la réponse. Est-ce que tu veux que je... Oui, OK. Ben, écoute, dans le fond,
J'étais parti, alors je Oui, continue. c'est ça. Ben, écoutez, moi, l'expression que j'aime bien utiliser, là, moi, c'est mon fameux le réflexe paternité. Tu sais, c'est que quand on pense une politique famille, quand on pense service aux familles, quand on pense à conciliation famille-travail, qu'on s'assure de toujours ajouter les pères dans l'équation. Moi, j'aimerais ça que ça devienne automatique. Moi, je le répète souvent, c'est ça mon rôle. Moi, je lève la main, les pères, c'est ça que je fais. Je me rends compte, par exemple, le ministère de la Famille, ils ont vraiment maintenant une responsable du dossier paternité qui, elle, lève la main à l'intérieur du ministère. Au ministère de la Santé, maintenant, il y a un dossier qui s'appelle Santé bien-être des hommes, dans lequel les pères sont présents. Et là, ils commencent aussi à lever la main. Au secrétariat à conditions féminines, l'engagement paternel, c'est important. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de développer ce réflexe-là, puis de dire, et les pères, qu'est-ce qu'ils vivent? Puis ce qu'on voit souvent en 2022, c'est que le vécu des pères et des mères, oui, se ressemble beaucoup, mais il y a encore souvent des différences. Les genres existent encore, il paraît. Fait que quand on regarde la façon dont les pères et les mères vivent leur parentalité, interagissent avec leurs enfants, il y a encore une couleur particulière. Et quand on capte ces couleurs-là, on est beaucoup plus efficace dans nos interventions. Fait que c'est ça. Donc, développer le réflexe paternité, se poser la question, les pères, qu'est-ce qu'ils vivent? Parce que souvent, dans les politiques d'égalité, c'est normal, on part du côté des mères, puis on ne se demande pas toujours c'est quoi la réalité sociodémographique des pères, c'est quoi leur réalité particulière. Puis des fois, on va regarder ça et on dit c'est normal que mon affaire ne marche pas, je n'ai pas tenu compte des besoins de ce groupe-là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Comment est-ce qu'on rajoute les pères dans l'équation? Spécifiquement en conciliation famille-travail, bien là, moi, j'ai 2 beaux chiffres là, à vous donner. Hein, on nous dit 88 des pères nous disent que de bonnes mesures de conciliation famille-travail les incitent à demeurer chez un employeur. Et par ailleurs, 62 des pères disent qu'ils seraient prêts à changer d'emploi pour avoir des meilleures mesures de conciliation famille-travail. Ça commence à être élevé. Puis dans la jeune génération particulièrement, là, c'est de plus en plus affirmé. Les jeunes pères, ils magasinent. Hein? Ils disent, eux autres, lui, là, c'est où c'est le meilleur? Puis même les jeunes pères, ils s'en parlent entre eux dans le même milieu. Puis ils disent, toi, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Ce qui fait que comme employeur, je pense qu'il faut être conscient de ça. Puis de plus en plus, ça devient un élément déterminant de l'emploi qui va être choisi. Parce que pour les jeunes, c'est important la conciliation famille-travail, c'est important le milieu, c'est important de se sentir écouté, de se sentir respecté. Fait que je pense qu'il faut tenir compte de ça. Puis par contre, quand on en tient compte, on est gagnant, puis les gens peuvent se défoncer, s'investir dans le travail. Mais s'ils ne se sentent pas respectés, pas compris dans leur vie personnelle, je pense que ça peut être vraiment faire en sorte qu'ils changent d'emploi. Peut-être en lien avec ça, si je peux rappeler nos données aussi qui indiquaient qu'en fait, du côté des employeurs, les milieux majoritairement masculins voyaient moins toutes les mesures de conciliation comme un avantage, comme contribuant à la satisfaction, à la rétention, alors que les milieux féminins le voyaient clairement davantage. Donc, les employeurs ont tendance à penser, si j'offre des mesures, ben oui, j'attire des femmes, je les retiens, tout ça, mais ils ne pensent pas à ça pour les hommes, alors que, comme le dit Raymond, maintenant, ça devient plus important. Et donc, un jeune homme qui arrive dans un milieu majoritairement masculin, ou peut-être les plus âgés n'ont pas demandé ça, ou l'auraient peut-être souhaité, mais n'osaient pas le demander, ou en tout cas, ils en parlaient moins, ben, c'est d'autant plus difficile. Donc, je pense qu'il faut retenir cette idée de diversité des milieux. Et au fond, ce qu'on va constater, parce que parfois les entreprises disent « Ah, mais là, je ne veux pas créer de l'arbitraire ou des inégalités. » En fait, au contraire, parce que souvent, les mesures, c'est les mêmes. Les jeunes les veulent, bon, avant d'avoir des enfants, ils les veulent pour faire du sport, puis des activités, puis des voyages, avoir plus d'aménagement de temps de travail. Après, c'est pour les enfants. Puis plus tard, c'est pour peut-être faire des voyages, encore, on revient à la jeunesse, faire d'autres activités qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et il y a des travailleurs vieillissants qui seraient prêts à rester dans les organisations s'ils ont des mesures d'aménagement. Donc, cet aspect de conciliation, c'est ça, on dit famille, travail, mais au fond, c'est vie personnelle, professionnelle. Pour moi, je trouve ça intéressant et d'ailleurs, je trouve que pour l'avenir, on devrait de plus en plus voir ça tout au long du parcours de vie, puis se dire que dans les organisations, il peut y avoir de l'équité. On offre les mêmes mesures, mais les gens vont être intéressés pour des raisons différentes. Donc, c'est plus facile, autant dans les milieux syndiqués que non syndiqués, quand on peut offrir à tout le monde ces types de mesures-là. Alors, une approche peut-être sur tout au long de la vie qui nous amène
semaine jusqu'à la prochaine danse. Je pense que c'est intéressant. Puis cet aspect milieu masculin, milieu féminin, là, autant à Concilivie qu'au regroupement, on a des beaux projets de recherche en cours. Puis je pense que c'est vraiment, là, c'est là-dessus qu'il faut travailler dans les prochaines années. Je vais vraiment prendre la balle au bon parce que vous parlez tous les deux, tu parlais d'équité par rapport aux autres travailleurs, puis Raymond, tu parlais par rapport à la bulle privée, père-mère. Alors moi, j'ai aussi une expression dada, c'est l'équité parentale. Et on a des discussions là-dessus ici. Quand on me parle d'avenir, quand on me parle de rêve, bon, écoutez, je ne me cacherai pas que j'ai un petit penchant féministe, mais selon moi, il prend sa forme, un peu comme vous le travaillez avec le conseil, avec les pères, on fait équipe. Il faut faire équipe avec son conjoint ou sa conjointe, son partenaire. Mais l'équité parentale, la notion indique que, dans le fond, à partir du moment où la maternité est terminée, c'est-à-dire, bien sûr, la femme qui accouche a des conséquences physiologiques, on peut pas nier ça, puis il faut le protéger. Ça a été un gain immense auquel on tient. D'ailleurs, pour le congé parental, on a ajouté 2 semaines de plus. On n'est plus à 18, on est à 20. Donc, ça, c'est la bulle à protéger. Après ça, c'est peut-être un peu radical de ma part, mais reste que la vraie égalité, l'équité, c'est que quand on rentre dans les semaines partageables, elles devraient, dans un monde idéal, être prises de façon égale ou équitable, disons. Mais c'est là qu'on devrait s'en aller. On n'est pas rendu, mais au Québec, on peut certainement s'enorgueillir d'être encore là parmi les leaders au monde. Ce n'est pas juste nous et quelques pays nordiques. Là. On est peut-être 4 là, qui se situent dans le peloton de tête, ce n'est pas rien. Donc, on a vraiment une prédisposition, je dirais, à cette équité-là. Et nous, on va voir comment évoluent nos nouvelles mesures, mais on n'a pas fini d'essayer de faire tendre l'aiguille vers un partage beaucoup plus, des pourcentages qui se ressemblent beaucoup plus que 75-25. Parfait. On développe les réflexes pairs. On va élargir la perspective tout au long de la vie pour justement arriver, entre autres, à une équité parentale, nouveau terme dada qu'on apprend aujourd'hui. Et avec toutes ces informations-là, si on vient au côté plus terrain pour les employeurs qui nous regardent, et par où commencer demain matin? Si vous aviez une action à suggérer pour demain matin, ça serait laquelle? Mais moi, je reprendrais peut-être des éléments qu'on a vus dans les sondages, la sensibilisation, la formation dans l'ensemble des organisations et dans plusieurs recherches que j'ai faites. Parfois, j'étais étonnée, je faisais des entrevues avec des individus. J'avais fait une entrevue avec la personne aux ressources humaines ou avec le syndicat ou les deux. Et parfois, il y a des personnes dans les organisations qui n'étaient pas au courant. Puis Marie le mentionnait aussi tout à l'heure, les nouvelles mesures arrivent. Bon, il faut vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer le plus rapidement possible, sensibiliser, former dans les projets aussi, dans les secteurs manufacturiers, dans les secteurs masculins. Je pense que ça va être beaucoup ça, sensibiliser, former, parce que voilà, on a des belles mesures, c'est intéressant, mais si les gens ne sont pas au courant, il y a un petit… donc, je dirais ça, sensibiliser, former, informer, en espérant que ça donne des suites. Merci. Je vais prendre encore la balle au bon. On loge à la même enseigne. Je vous dirais on vient de terminer notre plan stratégique qui va être dévoilé sous peu, mais on a aussi constaté en parlant aux partenaires, qu'ils soient famille ou employeurs ou travailleurs, groupe de femmes, qu'effectivement, il y a des mesures qui ne sont pas connues parce que c'est une nouvelle loi, c'est normal. Et il y a des questionnements aussi qui ne sont pas connus, puis il y a des réalités qui ne sont pas connues. Et on sait que pour faire adhérer les employeurs, quand on dit adhérer, évidemment, il y a une cotisation qui est obligatoire. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on parle d'adhésion. On parle de la même notion qu'on vous demande en marketing. Est-ce que vous recommanderiez le produit? Il faudrait qu'ils en viennent jusqu'à recommander pas seulement notre produit, parce que c'est un minimum, une loi. Hein? Alors, tout le monde peut aller plus loin que ça. Là, puis, tranquillement, ça crée des évolutions sociales. Mais évidemment, la base de ça,
c'est que, puis là, on parle, je pense que tu nous disais qu'on parle beaucoup à des gens de RH, on va continuer à en parler, puis on va continuer non seulement nous à se parler, parce qu'il y a plein d'apprentissages qu'on peut partager, mais parler aux employeurs, parler aux travailleurs, dans notre cas les prestataires, pour bien saisir leurs besoins et avoir quelque chose qui soit concordant. C'est toujours évolutif. On est dans un contexte post-COVID, donc par essence, c'est des dynamiques, mais dans ce cas-ci, il est probablement atypique pour quelques années encore avant de placer des courbes pour l'avenir. Donc, on doit être à l'affût et on doit communiquer et les bénéfices économiques, sociaux, évidemment, et ce qu'il y a de disponible. Merci. Raymond, brièvement. Mon Dieu, c'est tellement intéressant d'entendre Marie et Gabriel parler. Là. Merci beaucoup. C'est absolument fascinant. Moi, je dirais peut-être quelque chose de tout simple, c'est écouter ce que les pères ont à dire. Les pères ont plein de choses à raconter. J'ai donné des rencontres prénatales pendant des années. Tu fermes la porte, tu mets une gang de pères ensemble, là, ils sont partis pour des heures de temps. Ils vont vous parler de leur enfant, de leur conjoint, de leur vécu, leurs défis. Ils ont plein de choses à dire. Et à partir du moment où on crée un espace dans son entreprise, dans son milieu de travail, n'importe où, pour donner la place aux pères, bien, ça change le rapport. Parce que beaucoup de pères, souvent, il y a comme une petite gêne des fois à parler de ce qu'ils ressentent et tout ça. Puis, dans le fond, des fois, les gars peuvent être un peu comme ça. Fait que si tu dis non, c'est correct, puis que tu leur parles vraiment comme des parents, puis qui ont un rôle important à jouer de leur enfant, ça change complètement le rapport avec tout ça. Puis l'autre chose que j'ajouterais aussi, c'est que ce qui est compliqué dans nos débats sociaux, c'est que les pères ne sont pas tous pareils. On a tendance à dire les pères. C'est comme s'il y avait toute la même réalité. Mais c'est comme les mères, elles ne sont pas toutes pareilles. Puis il y a des jeunes pères progressistes qui font du 50-50, puis même des fois qui vont faire 60-70, qui sont super motivés, qui sont des super alliés des féministes. Il y a d'autres pères qui ont des conditions socio-économiques différentes. Il y a des pères issus de l'immigration qui ont des modèles sociaux différents et tout ça. Donc, il y a comme cette espèce de continuum. Donc, à ce moment-là, de s'imaginer que les pères sont une chose, je pense, une erreur importante parce que souvent, une mesure sociale va viser un certain type de père, mais il y en a plein d'autres qu'elle ne rejoindra pas. Alors, si on peut regarder, dans le fond, l'éventail de pères selon leurs différentes variables, on a beaucoup plus de chances que nos stratégies, nos mesures soient plus efficaces à ce niveau-là. Voilà. Tout à fait, merci. Donc, alors, pour nos employeurs, c'est justement, ça passe, on voit que le rôle du gestionnaire est vraiment clé. Puis, d'après nos données, il y a environ 9 personnes sur 10 pour qui le soutien de son gestionnaire immédiat a un impact direct sur la conciliation famille-travail. Donc, je vous poserai pour conclure une question à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, nos participants d'aujourd'hui. C'était quand la dernière fois que vous avez consulté formellement ou informellement vos employés? Puis, de quelle façon avez-vous donné rétroaction par rapport aux résultats? Quelles sont les nouvelles façons que vous allez mettre en place pour communiquer vos mesures disponibles? Ça serait une belle réflexion à commencer pour demain matin, si on veut, mais je pense que vous êtes rendu plus loin que ça dans la réflexion. Alors, je vais juste clore cette partie avec cette image qui vient illustrer ce que Gabriel mentionnait au départ quand on parlait de responsabilité partagée. On reste en tant qu'individu l'acteur clé, l'actrice principale de notre conciliation famille-travail, mais on a des acteurs de soutien. Et nous avons aujourd'hui autour de la table des acteurs qui viennent du monde du travail, de la collectivité et même du gouvernement. Et je vais me permettre de citer Jean-Pierre Bron, que j'admire beaucoup, spécialiste en santé psychologique au travail. Il disait peut-être que l'organisation ne fait pas toujours partie du problème, mais elle peut toujours faire partie de la solution. Donc, vous faites partie de la solution. C'est à vous d'implanter un petit geste demain matin. On va ouvrir la période de questions maintenant. Et sans avant, je ne pourrais pas m'en passer de remercier énormément à nouveau nos chers panélistes et de vos interventions si pertinentes. Je vais juste aller voir dans le chat s'il y a des questions. Et attendez.
C'est ça. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment de poser les questions. On va finaliser la rencontre dans quelques instants. Puis, pour aller plus loin, on va vous partager après l'activité et quelques outils. Vous allez avoir accès à une infographie exclusive avec toutes les données pertinentes qui ont été partagées. En fait, les données les plus importantes, tant du conseil de gestion de l'assurance parentale, du RVP et de Concilivie. Et vous allez avoir un lien vers d'autres ressources et outils. Donc, si vous saviez, je vais juste aller voir à nouveau s'il y a des questions. Il y a des gens qui disent merci, beau panel, merci, OK. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, je vous dirais à nouveau un grand merci de votre participation. Je me sens vraiment choyée d'être ici avec vous, très pertinente. Puis je pense que ce n'est que la continuité des beaux projets entre Concilivie, la TELUC, RVP et Conseil de gestion de l'assurance parentale. Donc, restez à l'affût et on va avoir vraiment des informations pertinentes à vous partager. Alors, merci à vous. Je vous laisse le petit mot de la fin. À bientôt. Merci à toi pour l'invitation et l'organisation et merci aux personnes qui étaient présentes aussi. Merci à tout le monde d'avoir assisté et merci beaucoup à Concilivie de nous avoir réunis. Je pense qu'on a vu là encore de nombreuses occasions de collaboration très fructueuses. Tout à fait. Puis pour paraphraser Marie, je vais saisir la balle au bord. Écoutez, moi, ce que je crois profondément, je crois dans le ensemble des organisations. Puis au sein des familles, les familles avec les organisations, on ne peut pas être divisé. On a besoin de trouver des façons, des stratégies pour que les hommes, les femmes, les pères, les mères, tous les acteurs, on soit ensemble. Puis on a besoin aussi des discours positifs, rassembleurs. Puis pour moi aussi, ces discours-là positifs qui intègrent les hommes, les femmes, c'est absolument essentiel pour une égalité véritablement durable. Tout à fait. Puis dans ce ton de positif-là, vous, en tant qu'employeur, vous faites déjà de belles choses pour vos employés. Assurez-vous de les faire connaître parce que ce n'est pas parce que vous offrez de belles mesures que les gens les connaissent. Alors, un grand merci à nouveau. Et sur ce, l'événement tire à sa fin. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine activité. Merci. Merci. Merci.